je trouve que les DNVB positionnent Google vraiment en fait en bout de chaîne après Meta. Je pense que déjà il y a un gros sujet d'éducation. Aujourd'hui les marques sont beaucoup plus à l'aise sur Meta que sur Google, donc moi j'essaye déjà d'éduquer mes clients sur un sujet assez simple. Il va falloir aussi accepter que le pilotage n'est pas le même, là où sur Meta finalement tout funnel se pilote de la même manière. L'idée, c'est pas de voir si elle convertit, c'est de voir si il fait des passes de façon à ce que les autres campagnes aillent marquer. Aujourd'hui, la PMax, ça reste une boîte noire et que les gens ne la maîtrisent pas réellement. Donc je pense que vraiment, il y a un travail d'audience, de compréhension. Et puis derrière, évidemment, il y aura un travail créatif à faire. Bienvenue dans Market Makers, le podcast des experts du média, de la créa et du CRO. Ici, on décortique les meilleures stratégies de scaling pour faire croître votre e-commerce. Avant de plonger dans l'épisode, si ce contenu vous aide, pensez à prendre 10 secondes pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est un petit geste pour vous, mais c'est un énorme coup de pouce pour nous et ça nous permet de garder le podcast 100% gratuit et actionnable. Merci et bonne écoute. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, beaucoup de marques, notamment des NVB, utilisent Meta comme canal d'acquisition et peu utilisent Google comme canal vraiment d'acquisition, de recrutement de nouveaux clients. Beaucoup de marques l'utilisent comme canal de captation d'intention. Et donc l'objectif de cet épisode, ça va être de vous expliquer justement comment faire de Google un vrai levier d'acquisition, un moteur de recrutement, et particulièrement pour les profils DNVB. Donc pour ça, je suis accompagné de Clémence qui est Performance Manager chez Rhodes depuis maintenant un petit moment et qui a l'habitude de gérer des comptes qui dépensent plutôt beaucoup sur Meta, mais aussi sur Google et qui fait de Google notamment un vrai levier de croissance. Clémence, c'est un grand plaisir de t'avoir avec moi sur Market Makers. Comment vas-tu ? Hello Étienne, ça va, merci et toi ? Écoute, très bien, très bien. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet avec une première question déjà sans transition. Pourquoi aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, Google Ads n'est pas vraiment utilisé pour faire du recrutement de nouveaux clients par les DNVB? Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot? Écoute, pour moi, c'est assez simple. Aujourd'hui, je trouve que les DNVB positionnent Google vraiment en fait en bout de chaîne après Meta. Donc, c'est-à-dire que si on reprend le concept et le sujet de funnel, Google va être vraiment en bas de funnel et donc du coup, il n'y a pas réellement d'intention d'aller capter du nouveau client. En plus de ça, Google, c'est un écosystème qui est beaucoup plus vaste que Meta, c'est-à-dire que sur Meta, le sujet de funnel, au final, va être présenté de la même manière. Une ads, qu'elle soit tofu, mofu ou bofu, apparaîtra dans le feed, etc., etc. Chez Google, c'est pas le cas. On va avoir différents canaux qu'il va falloir maîtriser. Et en fait, on va avoir un concept qui est scindé en deux, du push et du pull. Et donc, du coup, on le voit, la majorité des DNVB aujourd'hui utilisent les canaux qu'on va appeler pull, c'est-à-dire le search autour du branding et du shopping avec des mots-clés très bas de funnel. Et ça, du coup, tu considères que c'est pas vraiment de l'acquisition au sens premier du terme? Non, c'est pas de l'acquisition, puisqu'en fait, on va venir capter une intention qui est déjà existante. Il n'y a pas une réelle création de demande. L'incrémentalité, au final, reste faible, surtout quand on va venir backer avec des outils complémentaires comme le questionnaire post-achat. Donc, en fait, même si effectivement, c'est important de se positionner en paid sur du bas de funnel, notamment sur Google pour déjà venir verrouiller sa marque, se positionner face à la concurrence, etc., etc. Je pars du principe malgré tout que, étant donné qu'on va capter une intention qui était déjà existante, l'utilisateur est déjà en fait engagé dans une démarche d'achat, on ne peut pas parler réellement de stratégie d'acquisition. Ok, donc c'est bien pour entre guillemets transformer l'essai, mais c'est pas ça qui va permettre de mettre vraiment de l'huile dans le moteur. Justement, du coup, qu'est-ce que c'est la bonne manière pour une marque, notamment une DNVB, parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui, des marques qui sont plutôt sociales, souvent parce qu'elles ont des produits qui sont avec une histoire, pas mal de, de démonstrations visuelles qui du coup sont très Ouais, complètement. adaptées au code des réseaux sociaux. C'est quoi pour ce type de marque la bonne manière de penser Google? Comment on fait du Google pour ces marques-là? Écoute, je pense que déjà, il y a un gros sujet d'éducation. Aujourd'hui, les marques sont beaucoup plus à l'aise sur Meta que sur Google. Donc moi, j'essaye déjà d'éduquer mes clients sur un sujet assez simple. En fait, je fais souvent le comparatif avec un sport collectif. C'est-à-dire que Google, on va avoir quand même 4 canaux aujourd'hui, notamment du coup qu'on va retrouver sur l'écosystème global de la Performance Max. Donc le display, la vidéo, le shopping et le search. Et en fait, je dis toujours à mes clients, il faut voir Google comme un sport d'équipe. C'est-à-dire qu'il y a certaines campagnes qui sont là pour être en attaque et aller faire de la conversion. Et il y en a d'autres qui vont être justement en défense, ou en tout cas pour faire des passes de façon à faire avancer le jeu.
Et en fait, si vous avez uniquement une équipe d'attaquants, bah, le jeu va être très compliqué à mettre en place. On va pas du tout aller capter de l'audience plus haut dans le funnel. Et en fait, on va retrouver les mêmes sujets sur Google que sur Meta. Sauf qu'aujourd'hui, je trouve que l'éducation n'est pas encore faite. On met pas tout en œuvre pour créer un funnel complet comme on peut le voir sur Meta. Hmm. Intéressant. Je te volerai l'analogie que de l'équipe de foot. Elle est pas mal. Ok, et donc concrètement, donc ce que tu recommandes, c'est de faire quand même du search et du shopping pour capter cette demande. Mais si on commence à raisonner un petit peu plus funnel et remonter du coup d'un cran pour aller faire de l'acquisition et donc peut-être plus du push, à quoi ça ressemble? Comment tu fais ça sur Google? Alors effectivement, du coup, pour reprendre ce que tu viens de me dire, ne pas mettre de côté le search et le shopping, puisque c'est quand même historiquement les canaux les plus rentables, puisque du coup, l'utilisateur est déjà dans une démarche d'achat. Puis Hmm. en plus de ça, si tu t'en fais pas, au final, tu inverses le funnel et tu te retrouves sur du haut de funnel et tu ne fais plus assez de bas de funnel. J'ai déjà eu le cas chez certains clients. L'idée, bah, en fait, c'est de venir surtout s'appuyer de YouTube et de l'environnement qu'on va avoir donc autour des campagnes YouTube et de la demand gen. Et là, en fait, on va être vraiment sur. On peut même parler du display, mais le display est souvent un peu mis de côté dans l'écosystème e-commerce. Il est un petit peu boudé, on va dire. Et du coup, moi, je pense que ça reste quand même une opportunité à creuser, puisque du coup, on va avoir des CPC qui sont plus intéressants. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment, voilà, aller chercher un environnement complet, un environnement différent. Après, il y a des codes à respecter parce que du coup, ça va être beaucoup plus compliqué. Il va falloir aussi accepter que le pilotage n'est pas le même. Là où sur Meta, finalement, tout funnel se pilote de la même manière, un funnel sur Google ne se pilotera pas de la même manière. Donc, il va vraiment falloir travailler la diversité de campagne, comprendre la marque en profondeur. Moi, j'aime bien toujours aller analyser les personas, ce genre de choses, pour être sûr déjà que la marque, le cœur de cible de la marque est aligné avec le persona qu'on va retrouver par exemple dans les commentaires sur le site, etc. etc. Et puis derrière, travailler sur vraiment, ok, j'ai un persona, un avatar, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il vient chercher, et les traiter vraiment globalement comme sur Meta, sur un funnel complet. Du coup, les canaux qui sont plus push, comme tu dis, pour aller chercher un peu plus haut et aller faire découvrir la marque auprès de nouvelles personnes, tu mentionnais YouTube, le demand gen, potentiellement du display. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, rentrer un peu plus dans le détail sur les formats, les types de campagnes qu'on peut utiliser? Ouais, exactement. Du coup, les types de campagnes, c'est exactement ce que tu viens de citer. Évidemment, du coup, sur YouTube, on va retrouver majoritairement de la vidéo Hmm. qui va être diffusée du coup sur tout l'écosystème YouTube en fonction du type de vidéo du coup que tu choisis. Il faut savoir quand même que YouTube, rien qu'en France, c'est plusieurs millions, pas loin de 50 millions d'utilisateurs par mois, si je dis pas de bêtises, et c'est la plateforme du coup vidéo la plus utilisée. La seule chose par rapport à Meta, c'est que l'utilisateur sur Meta est là pour scroller, il vient chercher de l'information. Sur YouTube, en général, tu es en train de regarder une vidéo, donc t'as pas trop envie d'être perturbé dans ton activité, dans ton visionnage. Et donc en fait, quand tu viens te greffer là-dessus, c'est pas du tout les mêmes codes que sur Meta, il faut être beaucoup plus punchy. Hmm. Pour la demand gen, du coup, on va pouvoir travailler à la fois sur du format vidéo, sur du format statique. La seule chose, du coup, ce que je vois souvent, c'est pas grave, mais en tout cas, ça fait pas partie des best practices, c'est que on a tendance à prendre ce qui tourne sur Meta, ce qui fonctionne sur Meta, et à le répliquer sur Google. Déjà, comme je disais, les pratiques en termes de vidéo ne sont pas les mêmes, mais surtout les formats sont différents, et il faut pas oublier non plus de s'adapter du coup à tous les formats qu'on peut retrouver. Typiquement, ce serait quoi un format, une bonne pratique pour faire une campagne YouTube? Parce que d'instinct, tu te dirais, ouais, ça va, j'ai déjà fait des créas pour Meta, je peux juste les dupliquer et les mettre en format horizontal pour YouTube. Ouais, Euh, exactement. En fait, ça marche. souvent, Ouais. souvent, tu vas avoir ton format story, ton format carré, là où du coup, typiquement sur YouTube, le format horizontal, le format allongé va être très important puisque globalement, honnêtement, quand tu regardes une vidéo, tu la regardes comme ça sur, Ouais. euh, sur YouTube. Donc ce format va être très important et puis du coup, ça va permettre de capter l'intégralité de l'écran. Déjà que il faut vraiment se démarquer pour aller chercher l'utilisateur puisque du coup, on le perturbe lui dans son expérience de visionnage. Donc il faut vraiment ne rien laisser au hasard sur le lancement effectivement des ads. Et tu peux avoir du coup des stratégies de testing créa similaires à ce que tu as sur Meta. Sur YouTube, par exemple, te dire en format horizontal sur, je sais pas, du pré-roll ou du in-stream, je sais plus si c'est les bons termes, mais, mais tu me Ouais, c'est diras. ça. Avoir en gros trois vidéos qui touchent le même persona avec trois angles différents et des accroches différentes et tu les A/B testes. Ça se fait aussi sur YouTube ou c'est un peu Ouais, moins, c'est un peu plus exactement. limité. Totalement.
Bah, c'est le même principe, en fait, on va venir lancer plusieurs créas, monitorer un petit peu. Alors, c'est un pilotage qui est différent, mais du coup, on va venir monitorer exactement la même chose, lequel, du coup, bah, fait le plus cliquer, lequel capte le plus longtemps, en tout cas, l'attention de l'utilisateur. On va regarder du coup le CPA comparable par plateforme, qui est un KPI un petit peu différent, puisque du coup, l'attribution va être un petit peu plus souple que sur le CPA classique, puisque ben, le CPA classique va être vraiment sur du last click pour Google, alors que sur ces campagnes-là, justement, bah, le last click, c'est compliqué, puisque du coup, elles sont pas là justement pour convertir, mais au contraire pour faire, un, connaître et rayonner la marque, deux, aller chercher une audience plus large. Donc c'est pas étonnant en fait que ces campagnes ne convertissent pas, ou en tout cas n'aient pas les CPA qu'une marque s'est fixée, qu'une marque attend. Donc on va piloter un petit peu différemment. L'idée c'est pas de voir si elle convertit, c'est de voir si il fait des passes de façon à ce que les autres campagnes aillent marquer. C'est intéressant, parce que ce qu'on voit beaucoup sur Meta, et je pense que un peu le frein que certaines marques peuvent avoir, c'est de se dire, sur Meta, on a certes de la vidéo très top funnel, mais dans une logique de direct response, c'est-à-dire que tu peux, un inconnu à une première vidéo, le faire passer de inconnu à client, donc la conversion immédiate. C'est possible aussi sur YouTube, ou du coup, comme tu le dis, c'est quand même plutôt, tu remplis le funnel en misant sur le fait que plus tard la personne va convertir autre part. Évidemment, c'est Enfin, je pense à possible. YouTube, je pense à YouTube d'ailleurs, mais aussi à d'autres formats, hein, Display, Dimension ou autre. Ouais, bien sûr, c'est possible, hein. Il y a toujours des exceptions, évidemment, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus de ça, je pense que les hooks doivent être encore plus, du coup, punchy sur YouTube, puisque du coup, bah, l'utilisateur, en gros, il va regarder les 5 premières secondes et ensuite il peut passer la vidéo. Donc en fait, c'est soit tu le captes immédiatement, soit il passe à autre chose et là, vraiment, tu l'as perdu. Donc il faut vraiment être hyper punchy. Donc il y a plusieurs best practices. Donc du coup, souvent sur YouTube, moi je vais utiliser bah, la stratégie qu'on va appeler les 4 P. Donc en fait, tu vas avoir dans un premier temps évidemment le problème. Il faut vraiment que dans les 5 premières secondes, tu ailles chercher la personne, qu'elle se dise ok, est-ce que je suis concernée par ce qui se passe. Donc typiquement, j'ai fait l'exercice il n'y a pas très longtemps euh, en appel d'offres. Je peux te donner un exemple. Voilà, par exemple, le hook, ça va être une femme sur trois a des fuites urinaires. Si c'est ton cas, ne squeak pas, reste avec nous. En gros, genre vraiment, c'est très clair. Tu sais tout de suite si t'es concerné ou si tu l'es pas. Hmm. Direct derrière, tu enchaînes avec la promesse, du coup, de dire, bon bah, je vais te montrer comment, en 4 semaines, j'ai résolu ce problème de fuite urinaire. Vraiment, c'est très clair. Pareil, on continue. Vraiment, pas de, entre guillemets, c'est peut-être un peu exagéré, mais pas de fioriture, pas de bullshit. On va vraiment à l'essentiel. Tu passes évidemment à la preuve derrière, donc c'est là où tu vas venir introduire le produit, introduire un petit peu des expériences, etc., etc. Et puis derrière, on va passer au push, du coup, le CTA, le call to action. Voilà, genre en gros, pourquoi tu dois acheter maintenant et te débarrasser de tes fuites urinaires en seulement quelques semaines. Donc en fait, c'est Ok. vraiment ces 4 P-là, et on va à l'essentiel, et on va tout de suite capter, du coup, bah, est-ce que l'utilisateur fait partie de mon audience ou pas. Ultra intéressant. Donc en fait, tu as vraiment une stratégie créative dédiée sur YouTube. Et je pense que l'erreur que peuvent faire beaucoup de marques, c'est juste de faire du copier-coller de Meta vers YouTube. Là où en fait, si tu arrives à le penser comme étant un canal à part entière, bah, tu peux profiter de toute la profondeur d'audience qu'il y a. Et comme tu disais, c'est 50 millions de personnes en France. Il faut qu'on vérifie la stat d'ailleurs, mais c'est en tout cas, il y a de quoi faire. On n'a pas parlé de Pmax et Performance Max. Il y a eu et Dimension, on n'a pas parlé non plus, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on observe, du moins de mon prisme, et tu me corrigeras si je me trompe, c'est que les PMAX, c'est un peu souvent un fourre-tout dans lequel tu retrouves beaucoup de produits, beaucoup de messages, toutes les audiences qui sont mélangées. Parfois, tu as des marques qui segmentent leur PMAX avec ou sans shopping, peu importe, mais par catégorie de produits, ou tu vois, de catégorie ou qui segmentent selon la marge, ce genre de truc, qui est déjà une première approche. Mais ce qu'on voit émerger de plus en plus, et c'est plutôt justement des segmentations un peu miroirs de ce qu'on peut avoir sur Meta, où on va plutôt segmenter par avatar, plutôt on va segmenter par famille, par typologie de problème, par use case, tu vois. Et donc du coup, ça challenge un peu la structure et du coup toute la stratégie de pilotage derrière. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Quel est ton avis toi là-dessus? Comment on structure une PMax pour faire de l'acquisition justement? Alors c'est une question qui est très vague du coup parce que ça va dépendre énormément de la marque que j'ai en face. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui la Pmax, ça reste une boîte noire et que les gens ne la maîtrisent pas réellement.
C'est quand même hyper important, moi je pense, d'avoir une Pmax qui va driver ton compte. Donc c'est-à-dire vraiment ça va être les fondations de ta maison, avoir une campagne entre guillemets qui est stable et qui va pouvoir donner la cadence. Il y a plusieurs sujets sur Performance Max, comme on le disait tout à l'heure, tu as quand même tout l'environnement Google qui va se retrouver sur la Performance Max. Et en fait, souvent les gens ne sont pas à l'aise parce que tu vas avoir des variations d'une semaine à l'autre. C'est très difficile de la comprendre, la Pmax. Donc deux solutions, soit effectivement la pub d'elle-même, elle va se poser sur le bas de funnel et donc aller chercher plus du search et du shopping en général. C'est ce qu'on recommande puisque du coup c'est là où on va pouvoir aller chercher de la rentabilité facile. On va venir segmenter en priorité. Effectivement, en général, moi je mise quand même sur. Je pars déjà sur les top produits. C'est vraiment genre se dire mes best-sellers, il faut qu'ils emmènent, qu'ils donnent la dynamique sur le compte. Et après, effectivement, par contre, je vais venir travailler sur les angles, les personas, le besoin, etc., etc., que ce soit vraiment très structuré, même si du coup, en fait, l'environnement shopping est censé dominer sur la performance max, on va quand même avoir cet environnement du coup de push, donc autour du display et de la vidéo. Et donc du coup, là, les composants qu'on va retrouver dans la performance max vont être très importants. Les titres, les descriptions, les vidéos, les images, etc., etc. Ça, pour le coup, ça va être vraiment ce qui va aussi déterminer notre positionnement et le niveau de performance, du coup, sur les autres canaux de l'environnement YouTube. Donc c'est très important, du coup, déjà que ce soit bien paramétré. Là Mm. où sur Meta, aujourd'hui, l'audience va passer par la créa sur Google, il y a quand même encore un paramétrage à faire. Donc ça, pareil, je trouve que des fois, c'est pas toujours optimisé. Donc l'idée, c'est vraiment de bien comprendre quel est l'enjeu, pourquoi vous lancez une performance max, qu'est-ce que vous voulez en faire derrière. Si elle est sur du bas de funnel, ok, on est là pour travailler de la rentabilité. Si elle est sur du haut de funnel, pourquoi pas. En soi, c'est comme si vous travaillez sur de la dimension ou de la performance max. Mais il faut déjà comprendre pourquoi vous la lancez, dans quel but, et qu'est-ce qu'on en fait derrière. Est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple une marque, tu vois, qui vend un produit cosmétique ou complément alimentaire, qui n'a pas une profondeur de gamme qui est très 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 grande, mais par contre qui a différents types de cibles. Je prends un exemple, une crème qui a des vertus, un baume pour le visage qui a des vertus contre l'eczéma, tu vois. Mhm. Dedans, tu peux avoir des personnes qui sont atteintes d'eczéma, tu peux avoir des personnes qui ont la peau sèche, tout simplement. Tu as des personnes qui sont peut-être un peu plus âgées, qui ont des problèmes de peau. Enfin bref, des personnes qui sont assez différentes. Est-ce que Google est suffisamment avancé en termes justement de capacité à y trouver ses audiences avec ou sans ciblage, peu importe, comme un méta et du coup, est-ce que ça aurait du sens, par exemple, une PMax, de faire une segmentation par avatar et dedans de mettre des environnements, des univers de produits et de créa qui répondent à chacun de ces avatars-là, ou c'est pas forcément quelque chose qui est recommandé sur la plateforme? Après, je pense que chacun a un petit peu ses façons de faire. Moi, pour le coup, je suis encore très carré sur les audiences. Mhm. Puisqu'on sait aujourd'hui, l'audience est hyper importante, surtout que de lui-même, l'algo, si on commence avec une stratégie de maximiser les conversions, lui, il va aller chercher de la conversion, peu importe en fait la direction qu'il prend. Donc c'est quand même hyper important d'envoyer des signaux à l'algo, par exemple sur la performance max, de montrer, ok, voilà, ça c'est mes acheteurs, donc je rentre mes acheteurs dans la performance max. L'algo du coup peut aller se dire, ok, moi je suis censé aller chercher du lookalike, aller chercher des, des personnes en tout cas qui ont des profils similaires à mes acheteurs, de façon justement à les emmener dans mon parcours d'achat. Tu vas pouvoir évidemment travailler sur tout ce qui va être audience d'affinité, audience in-market, etc., etc. Donc là, en fait, on va aller chercher des gens qui ont des centres d'intérêt communs, qui peuvent être liés de près ou de loin. Hein, ça arrive aussi, des fois, on a des surprises à la marque et au produit. Je Mhm. travaille aussi énormément sur les audiences personnalisées. Donc là, ça va être par exemple personnalisé autour des concurrents. Je vais aller chercher les sites concurrents. En gros, comme tu faisais par exemple sur une crème pour de l'eczéma, ok, quels sont mes concurrents qui ont exactement le même positionnement que moi, ou en tout cas un positionnement à peu près similaire, et du coup qui vont capter une part de l'audience que moi je pourrais potentiellement récupérer. Et après, en fonction des marques, il y a des marques qui vont avoir en fait c'est plus qu'un produit, c'est un petit peu, on te vend une façon de vivre. euh, et en fait, on va retrouver un persona qui va acheter également d'autres marques. Par exemple, quelqu'un qui va faire, je sais pas, du tennis, qui va être très assidu, etc. Bon, il va être intéressé potentiellement par certaines marques de vêtements. Il va aller faire ses courses à certains endroits. Donc en fait, c'est complètement un style de vie. Et donc là, pareil, je vais travailler sur des audiences personnalisées, en fait, où je vais vraiment développer mon avatar jusqu'au bout en disant,
ok, bah du coup, ce persona-là, il va avoir ce comportement d'achat-là, il va aller voir ces marques-là, etc., etc. On a parlé tout à l'heure de search et shopping, donc qu'on peut, peut-être un abus de langage, mais qu'on peut catégoriser comme bottom funnel, hein. C'est là où il y a la conversion et la captation d'intention. Là, on a parlé aussi de d'autres types de campagnes qui peuvent faire du haut de funnel, donc justement pour aller chercher des nouveaux clients qui sont pas encore dans cette logique de conversion. Si on raisonne un peu en répartition budgétaire sur un compte qui est vraiment optimisé pour l'acquisition au sens premier du terme, c'est-à-dire un nouveau client et pas très regardant, par exemple, tu vois, sur les ROAS, on reviendra après sur les Ouais. indicateurs. C'est quoi un peu la proportion de budget que tu dois mettre? Jusqu'à où tu peux aller? Est-ce qu'il faut quand même, vu que Google c'est quand même un canal performance historique, est-ce qu'il faut rester sur un 50%? Est-ce que tu vois, on peut mettre 80% sur du top funnel? Qu'est-ce que tu recommandes? Honnêtement, quand tu commences, le but, c'est de te driver de l'audience, mais tu sais que ça va pas t'apporter de la rentabilité immédiate. Donc en général, je recommande quand même d'y aller progressivement. Donc vraiment, de toute façon, la Diamond Gen, on la lance, c'est pour vraiment que ça performe, ou même la campagne YouTube, on va être autour de 100 euros sur de daily budget, du coup, pour vraiment qu'elle puisse se lancer. Donc il va quand même falloir avoir un petit peu de budget. Mais le but, c'est pas non plus de complètement déséquilibrer le compte, de faire gonfler et faire pression sur les CPA. Donc honnêtement, pour un ratio de départ, j'ai pas vraiment de grosses recos, mais l'idée, voilà, c'est d'y aller progressivement. Je lance mes campagnes avec un budget de 100 euros en fonction de ce que... Ça va aussi dépendre du produit, du panier moyen, ça va dépendre du marché, etc., etc. Mais globalement, voilà, on maîtrise le budget. Ça reste un test, puisque du coup, on sait pas encore comment le compte va réagir, parce qu'on n'a pas d'historique là-dessus. Et progressivement, par contre, effectivement, en fonction des performances, euh, je vais faire mes optimisations. Et effectivement, si je vois que ma demand gen, bah, en fait, les signaux sont au vert, les KPI où moi, là, je vais l'attendre en termes de pilotage, du coup, qui est un petit peu différent, elle y répond. Bah, évidemment, je vais lui donner de plus en plus de poids. Et l'idée derrière, c'est de vérifier, en fait, si, ok, cette audience-là, elle sert bien à terme l'environnement macro, donc vraiment mon business, etc., etc. Et comment on mesure du coup un compte qui est optimisé pour de l'acquisition, le recrutement de nouveaux clients? Qu'est-ce que tu regardes? Parce que j'imagine que ton ROAS, c'est plus la seule métrique. Non, Qu'est-ce que clairement pas. qu'est-ce que tu vas préconiser? En fait, je peux pas réellement regarder, surtout sur ces campagnes-là, puisque du coup, comme je te disais, sur Meta, finalement, tout est au même endroit. Que tu fasses du tofu, mofu, bofu, tout se situe au même endroit. Là, du coup, on va être sur des environnements différents, des canaux différents, et donc tu peux clairement pas les piloter de la même manière. Si tu regardes ton CPA, en général, sur ces campagnes-là, ton CPA classique, hein, j'entends, il va être quand même très haut, et en tout cas, il va être hors target par rapport à ce que tu t'es fixé. Donc, Hmm. on va aller plus loin. On va regarder un KPI qui s'appelle le CPA comparable par plateforme. Là, du coup, l'attribution va être un petit peu plus light, un petit peu plus, ouais, tolérante entre guillemets avec la campagne. Et donc ça, du coup, ça va déjà nous donner un CPA qui est différent, qui va nous permettre en fait de prendre en compte aussi les conversions indirectes. Donc en gros, est-ce que ma campagne a joué un rôle dans le parcours d'achat, pas uniquement sur le last click. Et puis ensuite, au niveau de l'attribution, quand on rentre un petit peu plus en profondeur sur les objectifs, l'attribution, donc au sein de la plateforme, encore une fois, tu vas pouvoir regarder les conversions indirectes réalisées par la campagne. Et donc là, l'idée, c'est d'aller chercher à minima du 1, voire même plus. Hein. Je peux monter sur du 2, du 3, du 5 sur certains clients, où en fait, là, plus le chiffre va être élevé au sein de ce report, plus du coup, ça nous expliquera que la campagne a du poids sur le compte et qu'effectivement, même si le CPA est Hmm. peut-être pas hyper bon, si demain on la coupe, ça pénalisera aussi les autres campagnes. Une data qui nous serait bien utile sur Meta. C'est vrai. Notamment pour le top funnel. Dernière question pour toi, Clément. Si une marque qui nous écoute veut transformer son compte Google Ads demain, par exemple, une marque qui dépense quasi majoritairement sur sur Meta, pardon, qui fait très peu de Google, autre que du search shopping sur de la marque, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce que tu lui recommandes? Moi, ce que je fais souvent, c'est que déjà, je commence vraiment par repartir un petit peu sur l'UX SEO. Donc, repartir sur votre site, bien regarder les avis clients, être sûr que votre cœur de cible il est aligné avec l'audience que vous avez sur le site. Et puis, du coup, là, je vais commencer à travailler les personas, à vraiment essayer de comprendre en détail. Donc, ça va être vraiment la partie audience. Je vais vraiment regarder aussi tout ce qui va tourner autour du produit, les best-sellers, etc., etc. Et l'idée, voilà, c'est en fait de prendre indépendamment des choses qui marchent partout
et de faire en sorte de les combiner et de créer une dynamique en fait pour emmener du coup les résultats du coup sur ce combo un petit peu qu'on va appeler magique, un peu gagnant. Et donc faire des tests là-dessus, effectivement. Et puis même aussi ce que j'aime bien faire déjà pour valider et tester les personas, ça c'est intéressant. J'utilise pas mal quand on fait du travail par exemple de LP sur Meta. Je les teste aussi en search dans un premier temps. Ça permet Mmh. du coup de valider des personas plutôt sur du bas de funnel. Et comme ça, on voit déjà sur l'intention d'achat ce que ça donne avant même de remonter dans le funnel. Donc je pense que vraiment il y a un travail d'audience, de compréhension, et puis bah, derrière, évidemment, il y aura un travail créatif à faire, en plus du coup de toute la compréhension business qu'il y a autour. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, c'est comme Si, ça que si. je travaille. Grosse analyse, ensuite travail créatif et structuration d'ouverture progressive du bottom funnel. Tu remontes en ouvrant des typologies Ouais, de campagne, on en a parlé tout à l'heure, YouTube, PMax, complètement. Timogen, entre autres. Très clair. Écoute, merci beaucoup Clémence pour, pour cet échange, pour cet épisode. On a vu pas mal de choses. On a vu notamment comment faire de Google un canal d'acquisition à proprement parler. C'est pas toujours si évident. C'est beaucoup moins intuitif que sur Meta. Paradoxalement, il y a quelques années, c'était l'inverse, hein. La performance était sur Google. Aujourd'hui, pour des NVB, c'est beaucoup sur Meta. Mais c'est pas impossible. Nous, on a des marques qui montent jusqu'à 25-30% parfois de mix média sur des profils des NVB, hein, j'entends, parce que tu as des marques où les ratios sont aussi inversés. Donc voilà, en tout cas, on espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles ou un petit like en fonction de là où vous êtes, ou un petit abonnement même, soyons fous, si vous êtes sur YouTube. Et puis, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode de Market Makers. Clémence, merci encore. Bonne continuation et puis on te revoit très bientôt. Merci Étienne, je te dis à très vite. Salut!